Voulez-vous avoir plus de contrôle sur votre vie? Ressentir que chaque jour vous rend plus fort, plus concentré et plus proche de ce que vous voulez réellement construire? Alors comprenez ceci, la transformation ne commence pas par un grand tournant. Elle commence par l'organisation. Les stoïciens savaient que les résultats ne viennent pas d'intentions futures, mais de décisions présentes. Si vous ne construisez pas votre routine, vous êtes déjà en train de construire votre échec sans même vous en rendre compte. Mais lorsque votre routine a une direction, votre énergie gagne en puissance. Lorsque vos priorités sont claires, vos actions prennent du poids. Et lorsque vos actions deviennent constantes, vos résultats cessent d'être une question de chance pour devenir une conséquence. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 8 pratiques stoïciennes qui fonctionnent comme un véritable terrain d'entraînement quotidien. Ce ne sont pas des habitudes pour paraître productifs. Ce sont des décisions qui renforcent le caractère. Chacune d'elles touche un domaine différent de votre vie, votre temps, votre discipline, votre esprit et votre attitude face aux difficultés. La première, vous pouvez la commencer aujourd'hui. La dernière vous demandera davantage d'efforts, et c'est justement pour cela qu'elle transforme réellement. Commençons. Numéro 1. Réveille-toi en paix. Gagne chaque matin de ta vie. Tu es capable de te réveiller plus tôt, même lorsque le lit semble plus confortable que n'importe quelle responsabilité qui t'attend dehors. La couverture est chaude, la chambre est silencieuse, et ton corps réclame quelques minutes de plus. Mais la question n'a jamais été le confort. Elle a toujours été le commandement. Chaque matin est une épreuve silencieuse qui révèle qui gouverne qui. Est-ce toi qui gouvernes tes impulsions, ou sont-ce tes impulsions qui te gouvernent? Marc Aurèle s'écrivait à lui-même quelque chose de simple et direct. Tu n'es pas né seulement pour rester au chaud sous les couvertures. Tu es né pour accomplir ton rôle. Et cela est puissant, car un rôle signifie une responsabilité, et la responsabilité exige l'action, pas le report. Il était empereur. Il aurait pu repousser ses engagements, déléguer ses tâches, ignorer certaines responsabilités. Pourtant, dans ses méditations, il se rappelait qu'il était là pour agir en tant qu'homme, dirigeant, stoïcien et époux. Il comprenait que la journée commence au moment où la conscience s'éveille, et que perdre le matin revient à perdre la première occasion de prouver son caractère. Lorsque tu décides de gagner tes matinées, tu ne fais pas seulement que te lever plus tôt. Tu te dis à toi-même, je gouverne ma vie. Tu affirmes que ta discipline est plus forte que ton inertie. Ce ne sont pas 10 minutes qui transforment ton destin. C'est ta posture intérieure. Programmer l'alarme quelques minutes plus tôt que d'habitude est un geste petit, mais symbolique. Au lieu de te réveiller parce que c'est l'heure, tu te réveilles parce que tu l'as choisi. Et cette différence change l'identité de celui qui se réveille. Un choix répété devient une identité. Appuyer sur le bouton « Répéter » 2, 3 ou 4 fois semble inoffensif. Pourtant, dans ces premières minutes de la journée, tu as déjà entraîné ton esprit à repousser les choses. Et chaque report renforce l'habitude de céder. Ce qui commence comme un simple report dans le lit finit souvent par devenir de la procrastination tout au long de la journée. Ce que tu fais au réveil définit le ton du reste des heures. La première décision du jour résonne souvent dans les suivantes. Il est incohérent de promettre d'être une meilleure version de soi demain, tout en nourrissant aujourd'hui des habitudes qui affaiblissent ta discipline. L'avenir ne respecte pas les promesses faites par quelqu'un qui n'honore pas le présent. Organiser ta routine ne signifie pas copier les influenceurs qui vivent des réalités différentes de la tienne. Cela signifie identifier ce que tu peux améliorer dans tes propres circonstances et commencer avec ce que tu as. La véritable discipline n'est pas une esthétique pour les réseaux sociaux. C'est une cohérence quotidienne. Cela peut être se lever un peu plus tôt pour bouger, lire quelques pages d'un bon livre, réfléchir en silence, ou préparer un meilleur petit déjeuner. L'essentiel n'est pas l'activité en elle-même, mais le sens qu'elle porte. Tu as commencé la journée par une décision, et non par une impulsion. Et celui qui commence la journée par une décision termine la journée avec une direction. Si c'est difficile, laisse ton téléphone loin du lit. Force ton corps à se lever. De petites stratégies construisent de grands changements, parce que la discipline n'est pas de grands discours, mais de petits actes répétés. Mais il y a quelque chose d'encore plus important, la matinée commence la veille au soir. Tu ne contrôles peut-être pas ce qui se passe pendant que tu dors, mais tu contrôles ce que tu fais avant de te coucher. Dormir avec le téléphone devant le visage, repasser les problèmes dans ta tête, revivre des disputes, penser aux factures et aux obligations, tout cela maintient ton esprit dans un état d'alerte constant. Et un esprit agité pendant la nuit se réveille fatigué, même avant de se lever. Avant de dormir, accepte qu'il y ait des choses qui ne se résoudront pas à cet instant. Utilise ce moment pour calmer tes pensées, pas pour les nourrir. Se déconnecter n'est pas de la négligence. C'est de la préparation. Maîtriser tes matinées, c'est maîtriser le début de ta journée. Et celui qui gouverne le début a beaucoup plus de chances de gouverner le reste. Celui qui gagne la première bataille entre rarement pris au dépourvu dans les suivantes. Être stoïcien, c'est cela, prendre le contrôle des premières heures,
parce que c'est dans ces moments que tu montres, en silence, qui est aux commandes. Et cette épreuve n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a besoin de constance. Numéro 2. Fais un travail profond. As-tu déjà remarqué qu'il est possible d'être occupé toute la journée, malgré tout, de terminer la journée avec l'impression que rien n'a réellement avancé? Tu réponds à des messages, tu résous de petites tâches, tu participes à des réunions, tu honores des engagements. Ton agenda est rempli. Mais à la fin de la journée, qu'as-tu réellement construit? C'est là le danger de la superficialité. Répéter n'est pas évoluer. Être actif n'est pas grandir. Il existe une différence silencieuse entre le mouvement et le progrès, et peu de personnes en prennent réellement conscience. Malcolm Gladwell a parlé des 10 000 heures nécessaires pour maîtriser une compétence. Mais ce qui transforme réellement quelqu'un n'est pas le temps accumulé, c'est la qualité de l'attention investie dans ce temps. Tu peux passer 20 ans à faire la même chose et rester au même niveau. Car s'il n'y a pas d'intention de s'améliorer, le cerveau passe en pilote automatique. Et le pilote automatique te maintient en fonctionnement, pas en évolution. Sénèque observait déjà quelque chose de similaire dans la Rome antique. Des personnes couraient d'un endroit à l'autre, toujours pressées, toujours occupées par quelque chose. Mais lorsqu'on leur demandait quel était le véritable objectif de tout cet effort, beaucoup étaient incapables de répondre. Il appelait cela l'oisiveté occupée, vivre constamment occupé, mais jamais réellement engagé. Le travail profond est l'opposé de cela. C'est choisir une compétence, un projet ou un domaine de ta vie, puis t'y plonger avec une présence totale. C'est revoir ce que tu as fait hier pour le faire mieux aujourd'hui. C'est accepter l'inconfort de reconnaître tes erreurs afin de les corriger. C'est quitter la répétition confortable pour entrer dans l'amélioration consciente. Imagine quelqu'un qui écrit tous les jours, mais qui ne relit jamais ce qu'il produit. Il ne corrige rien, n'étudie aucune technique et ne cherche jamais de retour. Des années plus tard, il écrira toujours au même niveau. Maintenant imagine quelqu'un qui écrit, analyse, corrige, se trompe et recommence. En peu de temps, la différence devient inévitable. Ce qui sépare ces deux personnes n'est pas le talent. C'est la profondeur. Les stoïciens pratiquaient cela intérieurement. Marc Aurèle n'écrivait pas par simple habitude mécanique. Il examinait ses propres faiblesses, confrontait ses pensées et cherchait la cohérence entre ce qu'il croyait et ce qu'il faisait. Ce n'était pas une question de quantité de réflexion, mais de qualité d'examen. Et c'est cela que ta routine doit intégrer. Moins de distractions, plus de concentration, moins de tâches en parallèle, plus d'intention. Choisis quelque chose qui compte réellement et élimine le bruit autour de toi. Définis un moment précis pour y travailler. Travaille sans changer constamment d'onglet, sans notification, sans fragmentation. Car la fragmentation affaiblit le raisonnement, tandis que la profondeur renforce le caractère. Une vie organisée ne naît pas de la multiplication des tâches, mais de l'intensité appliquée aux bonnes tâches. Celui qui apprend à travailler en profondeur cesse simplement de faire des choses, il commence à construire une véritable compétence. Et la compétence réelle génère la confiance. La confiance génère la liberté. Et la liberté naît lorsque tu réalises que tu n'es plus simplement occupé, tu es en train d'évoluer. Numéro 3. Tiens un journal. As-tu déjà remarqué qu'une pensée répétée de nombreuses fois finit par ressembler à une vérité, même lorsqu'elle n'a jamais été examinée? L'esprit est capable de transformer une supposition en conviction, une peur en certitude, une hypothèse en menace réelle. Et plus tu laisses ces pensées tourner uniquement dans ta tête, plus elles grandissent en silence. Il y a des moments où l'esprit devient trop bruyant. Les pensées s'accumulent, les émotions se mélangent, et tu ressens quelque chose que tu ne sais pas expliquer clairement. Ce n'est pas seulement de la tristesse. Ce n'est pas seulement de l'anxiété. En réalité, c'est comme un brouillard. Et c'est précisément à ce moment-là que le papier cesse d'être du simple papier pour devenir un outil. Écrire ne consiste pas seulement à se défouler. Écrire, c'est organiser. Tu as peut-être déjà entendu ce conseil. Écrire une lettre lorsque tu es irrité, puis attendre avant de l'envoyer. Cet intervalle révèle quelque chose de puissant. Beaucoup d'émotions ne semblent gigantesques que tant qu'elles restent floues. Lorsqu'elles prennent une forme, elles perdent une partie de leur pouvoir. Marc Aurèle a écrit pour lui-même pendant presque 20 ans. Ce n'était pas pour impressionner quelqu'un. Ce n'était pas pour publier. C'était pour se surveiller lui-même. Il notait ses erreurs, ses tentations, ses insécurités. Un empereur confessant ses propres fragilités dans le silence du papier. Voilà ce qu'est la discipline intérieure. Le papier ne discute pas, ne juge pas et n'interrompt pas. Il reçoit. Et en recevant, il t'oblige à structurer ce qui était auparavant dispersé. Bien souvent, nous ne souffrons pas seulement à cause de ce qui se passe, mais à cause du récit que nous construisons autour de ce qui se passe. Et les récits qui ne sont jamais examinés deviennent des prisons. Lorsque tu écris, quelque chose change. Tu quittes l'émotion pour entrer dans l'observation. Tu quittes la réaction pour entrer dans l'analyse. Tu sors du tourbillon et tu crées une distance.
Et dans cet espace naît la clarté. Des anxiétés qui semblaient écrasantes révèlent leurs exagérations. Des peurs qui paraissaient absolues montrent leur fragilité. Des idées qui semblaient solides se contredisent lorsqu'elles sont posées sur le papier. Ce qui est vague domine. Ce qui est examiné s'affaiblit. Le journal n'est pas seulement un registre, c'est une confrontation consciente. Tu commences à comprendre que toutes les pensées ne méritent pas ta confiance. Toutes les insécurités ne représentent pas la réalité. Beaucoup de voix intérieures existent simplement parce qu'elles n'ont jamais été remises en question. Anne Frank a écrit quelque chose de simple et profondément vrai, le papier est plus patient que les gens. Et cette patience libère. Il n'y aura pas toujours quelqu'un disponible pour écouter tes doutes sans te juger. Mais tu peux toujours créer cet espace en toi. Écrire, c'est créer une pièce silencieuse à l'intérieur de ton propre esprit. C'est entraîner ta capacité à observer avant de réagir. C'est empêcher l'émotion de diriger la décision. C'est éviter que l'impulsion définisse ton caractère. Les stoïciens appelaient cela l'examen intérieur. Et l'examen intérieur construit le contrôle de soi. Lorsque tu transformes la confusion en conscience, tu commences à reprendre le contrôle. Lorsque tu organises tes pensées, tu organises aussi tes choix. Et des choix organisés construisent une vie organisée. Il ne s'agit pas d'écrire de belles phrases. Il s'agit de penser avec clarté. Et la clarté, surtout dans le monde d'aujourd'hui, est une véritable forme de pouvoir. Numéro 4. Bouge ton corps. Si l'on laissait une petite fille ou un petit garçon décider de ce qu'il doit manger chaque jour, il choisirait probablement des sucreries, des sodas et tout ce qui procure un plaisir immédiat. Non pas parce qu'il est mauvais ou irresponsable, mais simplement parce qu'il n'a pas encore développé de discernement. Le corps, lorsqu'il n'est pas guidé, agit de la même manière. Il préfère le canapé au mouvement, le sucre à l'équilibre, le confort immédiat au bénéfice à long terme. Il cherchera toujours le chemin de moindre résistance. Et lorsque cette inclination ne trouve pas de direction, elle devient un modèle, et un modèle répété finit par devenir un destin. Les stoïciens comprenaient quelque chose d'essentiel. La liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à ne pas être gouverné par ce que l'on veut. Ils ne vivaient pas uniquement selon leurs désirs, mais selon leurs devoirs. Ils faisaient ce qui devait être fait, même lorsque l'impulsion leur disait le contraire. Cette discipline n'était pas de la rigidité, mais de la cohérence. Marc Aurèle se rappelait à lui-même qu'il n'était pas né pour rechercher seulement le confort, mais pour accomplir un rôle. Et ce principe ne s'applique pas seulement à l'esprit, il s'applique aussi au corps. Car le corps n'est pas seulement de la matière, c'est un instrument. Un esprit discipliné fleurit rarement dans un corps négligé. Le manque d'énergie affaiblit les décisions. La sédentarité nourrit l'apathie. L'excès engendre la lourdeur et la fatigue. Ce que tu fais physiquement résonne mentalement. Le stoïcisme repose sur la logique, sur l'éthique, mais aussi sur la dimension physique. Il n'existe pas de véritable développement humain lorsque ces dimensions avancent séparément. Penser correctement, agir correctement et prendre soin de son corps font partie de la même construction. Il n'a pas de sens de chercher la clarté mentale tout en acceptant l'inertie physique comme mode de vie. Bouger son corps est un acte de cohérence intérieure, c'est aligner la pensée et l'action. Cela peut être simple, une marche de 10 minutes, quelques étirements, choisir les escaliers au lieu de l'ascenseur. Cela peut aussi être améliorer son alimentation, réduire les excès, remplacer l'automatique par le conscient. Mais ne sous-estime jamais ce qui est simple. Car ce qui compte au départ n'est pas l'intensité, mais la constance. La constance construit l'endurance. L'endurance construit la confiance. Et la confiance construit la maîtrise. Demande-toi, qu'est-ce que tu peux commencer aujourd'hui qui, répété pendant des mois, transformera non seulement ton énergie, mais aussi ton identité d'ici la fin de l'année? Il ne s'agit pas d'esthétique. Il ne s'agit pas de standards corporels. Il ne s'agit pas de promesses vides d'Internet. Il s'agit de respect. Respect pour le corps qui soutient tes pensées. Respect pour l'énergie dont tu as besoin pour tenir ta parole. Respect pour l'instrument qui porte ta vie chaque jour. Lorsque tu choisis de bouger, même sans en avoir envie, tu t'envoies un message silencieux. C'est moi qui commande, pas l'inertie. Et ce message façonne ton caractère. Car la discipline physique ne s'arrête pas à l'entraînement. Elle traverse toute la journée. Elle influence ta posture, ton alimentation, ta résistance émotionnelle et ta capacité à supporter la frustration. Un corps qui apprend à obéir renforce un esprit qui apprend à diriger. Et un esprit qui dirige n'est pas esclave du confort. Choisis, chaque jour. Numéro 5. Lis quelque chose chaque jour. As-tu déjà remarqué à quel point il est facile de passer une année entière sans changer la manière dont tu penses? Les jours passent, les obligations s'accumulent, les conversations se répètent. Et, au fond, l'esprit reste limité au même répertoire d'idées. C'est là le danger de ne pas lire. Lorsque tu ne nourris pas ton esprit avec des idées nouvelles, il finit par se nourrir uniquement de son environnement. Opinions aléatoires, titres rapides,
contenu fragmenté. Et un esprit alimenté seulement par l'immédiat commence peu à peu à perdre de sa profondeur. Sénèque disait que, lorsque nous lisons, nous élargissons notre vie au-delà de notre propre époque. Car chaque livre porte en lui des décennies d'expérience condensées en quelques pages. Chaque auteur a déjà affronté des doutes, commis des erreurs, traversé des conflits intérieurs, puis a décidé d'organiser tout cela en une pensée structurée. La lecture est un raccourci puissant. Un auteur peut mettre 20 ans à comprendre quelque chose que toi, tu peux absorber en 20 minutes de lecture attentive. Ce n'est pas seulement un apprentissage. C'est un avantage existentiel. Marc Aurèle l'a reconnu lorsqu'il a exprimé sa gratitude d'avoir eu accès aux enseignements d'Épictète. Il ne considérait pas la lecture comme un simple passe-temps intellectuel, mais comme une formation du caractère. Et c'est là toute la différence. Lire ne consiste pas à accumuler des pages. Lire, c'est ajuster la lentille à travers laquelle tu regardes le monde. Sans lecture, tu penses uniquement à partir de tes expériences limitées. Avec la lecture, tu penses à partir de siècles de réflexions accumulées. Mais voici l'erreur la plus fréquente, attendre le moment parfait. Le mois prochain, je commencerai. Quand ma vie sera plus calme. Quand j'aurai plus de temps. La vie ralentit rarement d'elle-même. Si tu attends un silence parfait pour commencer, tu ne commenceras jamais. Lire ne demande pas des heures libres. Cela demande une décision. Une page par jour. 10 minutes le matin. Quelques paragraphes avant de dormir. Ce qui compte n'est pas la quantité, mais la constance. Et plus important encore, l'application. Une lecture sans réflexion devient une simple accumulation de belles phrases. Une lecture accompagnée de réflexion devient une transformation pratique. Les stoïciens ne lisaient pas pour paraître érudits. Ils lisaient pour devenir plus lucides, pour renforcer leur jugement et élargir leur capacité de décision. Par exemple, lorsque je prépare ces réflexions, il serait impossible de parler avec profondeur sans revenir aux sources, sans lire directement Marc Aurèle, sans étudier Sénèque, sans comprendre Épictète à travers ses propres mots. La profondeur ne naît pas d'un simple résumé. Elle naît de l'immersion. Et lorsque tu lis vraiment, quelque chose de silencieux se produit. Tu découvres qu'un empereur lui-même luttait contre la procrastination, qu'un philosophe pouvait ressentir de l'anxiété, et que les plus grands esprits ont aussi connu la peur, le doute et l'échec. Cette prise de conscience change ta perspective. Tu cesses de te sentir seul face à tes difficultés. Tu commences à voir tes défis comme une partie normale de l'expérience humaine. Et cette perspective te renforce. Consacrer quelques minutes par jour peut sembler insignifiant. Mais sur une année entière, cela devient des centaines de pages, des dizaines d'idées assimilées et des décisions plus conscientes. Et des décisions conscientes construisent des vies solides. Intègre la lecture dans ta routine. Non pas comme une obligation scolaire, mais comme un entraînement de l'esprit. Car un esprit qui s'élargit pense mieux. Un esprit qui pense mieux décide mieux. Et celui qui décide mieux construit une vie qui ne dépend pas seulement de la chance, mais aussi de la lucidité. Numéro 6. Fais quelque chose de difficile. Si tout dans ta vie devenait de plus en plus confortable, deviendrais-tu plus fort, ou plus fragile? C'est une question que presque personne ne se pose. Nous vivons à une époque conçue pour éliminer l'effort. Les applications raccourcissent les processus. Les services résolvent les problèmes. Les produits promettent d'économiser notre énergie. Le monde moderne travaille pour que tu n'aies presque jamais à fournir trop d'efforts. Et ce confort permanent ressemble au progrès. Mais il existe un effet secondaire silencieux. Lorsque tu ne fais jamais face à la résistance, tu commences à perdre confiance en ta propre force. Le problème n'est pas le confort. Le problème est d'en dépendre pour fonctionner. Car la force humaine ne naît pas de la facilité. Elle naît du frottement, de l'effort, de la confrontation avec la difficulté. Sénèque observait qu'un enfant habitué à ce que tout lui soit servi pleure lorsqu'il perd sa cuillère, comme s'il avait perdu le monde entier. Non pas parce qu'il est naturellement faible, mais parce qu'il n'a jamais été entraîné à supporter la frustration. Et nous ne sommes pas très différents lorsque nous évitons toute forme d'inconfort. Chaque fois que tu fuis quelque chose de légèrement difficile, tu renforces l'idée que tu n'en es pas capable. Chaque fois que tu te mets à l'épreuve, tu renforces l'idée inverse. C'est le carrefour quotidien. Il ne s'agit pas de rechercher la souffrance gratuitement. Il s'agit de préserver ta puissance intérieure. Marc Aurèle écrivait que nous devons enlever la poussière qui s'accumule sur nous dans la vie quotidienne. Cette poussière, c'est l'habitude du confort, cette tendance presque invisible à toujours choisir le chemin le plus facile. Et cette habitude affaiblit lentement. Un corps qui n'est jamais sollicité s'atrophie. Un esprit qui n'est jamais mis à l'épreuve devient fragile. Un caractère qui n'est jamais testé devient dépendant des circonstances. C'est pourquoi faire quelque chose de difficile n'est pas un excès. C'est un entretien de soi. Demande-toi, qu'est-ce qui, aujourd'hui, te demanderait un petit effort supplémentaire? Peut-être retenir ton irritation lorsque quelqu'un insiste sur quelque chose d'évident.
Peut-être accomplir un entraînement plus exigeant que d'habitude. Peut-être rester quelques minutes en silence sans te réfugier immédiatement dans ton téléphone. Peut-être résister à une impulsion automatique. Peut-être simplement tenir la parole que tu t'es donnée, même lorsque personne ne regarde. Ces petites décisions sont comme des poids invisibles qui renforcent ta structure intérieure. Lorsque tu choisis volontairement une difficulté contrôlée, quelque chose change. L'inconfort cesse d'être une menace et devient un outil. Tu commences à remarquer que tu peux supporter plus que tu ne l'imaginais. Et plus tu pratiques cela, moins les difficultés inévitables de la vie te paraissent intimidantes. Car la difficulté que tu choisis t'entraîne pour celle que tu ne pourras pas éviter. Un esprit habitué uniquement au plaisir se brise au moindre obstacle. Un esprit habitué à affronter de petites résistances développe de la stabilité. Ce n'est pas l'intensité extrême qui transforme une personne. C'est la constance disciplinée. La pratique stoïcienne de cette leçon est simple, choisis quelque chose de légèrement inconfortable et fais-le. Demain, recommence. Puis encore. Avec le temps, tes limites cessent de ressembler à des murs impossibles. Elles deviennent des marches à gravir. Et tu comprends alors quelque chose de fondamental. Tu n'étais pas faible, tu étais simplement déshabitué à t'exiger davantage. Numéro 7. Trouve le calme. As-tu déjà remarqué qu'il est possible de passer toute une journée à réagir, sans jamais réellement décider quoi que ce soit? Notifications, messages, opinions, demandes, urgences. Le monde t'appelle constamment. Et lorsque toute ton attention est dirigée vers l'extérieur, ton esprit ne se repose pas, il ne fait que répondre. Et un esprit qui ne fait que répondre ne gouverne jamais. Le plus grand risque de la vie moderne n'est pas le bruit extérieur, mais la perte de ta propre voix intérieure. Le calme ne signifie pas l'absence de bruit. Le calme signifie l'autorité intérieure. C'est le moment où tu cesses d'être entraîné par les stimulations et où tu commences à choisir tes réponses. De nombreux artistes, scientifiques et penseurs racontent que leurs meilleures idées sont apparues dans des moments inattendus de pause, sous la douche, lors d'une longue marche, ou dans un instant de contemplation silencieuse. Ce n'est pas dans l'agitation qu'ils ont trouvé la clarté, mais dans le ralentissement. Car la clarté exige de l'espace. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Pour eux, la tranquillité n'était ni un luxe ni une sensibilité excessive. C'était une stratégie. Marc Aurèle gouvernait un empire en guerre, entouré de conflits, de trahisons et de décisions difficiles. Pourtant, il trouvait du temps pour écrire, réfléchir et organiser sa propre pensée. Il savait que sans calme, même le pouvoir devient confusion. Le calme ne signifie pas fuir le monde. Il signifie se préparer à l'affronter avec lucidité. Il commence lorsque tu apprends à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Tu ne contrôles pas l'humeur des autres, le trafic, le marché, les critiques ou les imprévus. Mais tu contrôles l'interprétation que tu fais de tout cela. Et cette différence change tout. Sans cette conscience, tout semble personnel. Chaque opinion devient une menace. Chaque difficulté paraît une injustice. Avec cette conscience, tu filtres, tu sélectionnes et tu décides. Un esprit sans calme vit dans un état d'alerte permanent. Un esprit entraîné au calme choisit où investir son énergie. Et l'énergie, c'est la vie. Le calme ne signifie pas l'apathie. Il signifie la stabilité émotionnelle. C'est comme un lac profond, la surface peut être agitée par le vent, mais dans les profondeurs l'eau reste tranquille. Cette profondeur doit être construite. Quelques minutes de silence. Une respiration consciente. Une écriture réfléchie. Une marche sans téléphone. De petits rituels quotidiens qui te ramènent vers ton centre. Au début, cela peut sembler inconfortable. Le silence révèle des pensées cachées, des peurs, des insécurités. Mais c'est précisément là que naît la force. Lorsque tu observes tes pensées au lieu de te confondre avec elles, tu réalises que beaucoup ne sont que des exagérations, des anticipations ou des histoires créées par l'esprit. Et cette prise de conscience affaiblit leur pouvoir. Un esprit entraîné au calme ne se désespère pas au premier problème. Il ne se laisse pas dominer par chaque émotion passagère. Il reste stable lorsque l'environnement devient chaotique. Parce qu'il ne réagit pas simplement, il répond. Intégrer des moments de silence dans ta routine ne réduit pas ta productivité. Au contraire, cela renforce la base de tes décisions. Cela réduit les erreurs. Cela augmente la clarté. Une vie organisée extérieurement peut s'effondrer si l'intérieur est constamment agité. Mais lorsqu'il y a de l'ordre à l'intérieur, même les journées difficiles se traversent avec plus de stabilité. Le calme est cet espace où tu reprends le contrôle. Et plus tu le pratiques, plus tu réalises que tu n'as pas besoin de réagir à tout. Tu peux choisir. Et c'est dans ce choix silencieux que se trouve la véritable force. Numéro 8. Assume la responsabilité de ta propre vie. Il existe une énorme différence entre améliorer ses habitudes et assumer la responsabilité de sa vie. Améliorer ses habitudes consiste simplement à ajuster ses comportements. Assumer la responsabilité, en revanche,
signifie changer sa posture face à sa propre existence. Tant que tu crois que ta situation est uniquement la conséquence des circonstances, il y aura toujours quelque chose d'extérieur à blâmer. Le travail, l'économie, la famille, le manque de temps, l'environnement. Et tant que la cause reste à l'extérieur, le pouvoir reste lui aussi à l'extérieur. Les stoïciens étaient très clairs sur ce point. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais les jugements que nous portons sur eux. Cela ne signifie pas nier les difficultés réelles. Cela signifie reconnaître que, même face à ces difficultés, il reste toujours quelque chose sous ton contrôle, ta réponse. Assumer la responsabilité ne veut pas dire que tu es la cause de tout ce qui t'est arrivé. Cela signifie que tu es responsable de ce que tu décides de faire à partir de maintenant. Ce changement paraît simple, mais il transforme complètement ton énergie. Quand tu cesses de te demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ? Pourquoi moi ?» et que tu commences à te demander « Que puis-je faire avec cela ?» Tu quittes la position de victime pour entrer dans la position d'acteur. Et un acteur construit. Sans cette posture, n'importe quel plan de routine reste une simple théorie, car il y aura toujours une excuse pour ne pas agir. Avec cette posture, même les journées difficiles deviennent une matière première. La responsabilité organise la vie de l'intérieur vers l'extérieur. Tu commences à remarquer que si tu es constamment fatigué, tu dois ajuster ton repos. Si tu es distrait, tu dois ajuster les stimuli qui t'entourent. Si tu es bloqué, tu dois revoir tes décisions. Ce n'est pas confortable. Mais c'est libérateur. Marc Aurèle gouvernait un empire en guerre. Il a perdu 8 de ses 13 enfants et a traversé l'une des pandémies les plus sévères de son époque. Pourtant, dans ses méditations, on ne trouve pas de longues plaintes contre le destin. On y trouve plutôt des rappels constants de devoir, de posture et de caractère. Il ne contrôlait pas tout. Mais il contrôlait son attitude face à tout. Et c'est cela qui clôt le cycle d'une routine bien organisée. Tu peux te lever tôt. Tu peux travailler avec concentration. Tu peux clarifier ton esprit en écrivant. Tu peux entraîner ton corps. Lire les grands classiques. Réduire tes vices. Chercher la tranquillité. Mais si, au fond de toi, tu crois encore que ta vie dépend davantage des autres que de toi, tout restera instable. Assumer la responsabilité est le point où commence la maturité. Ce n'est pas un poids. C'est une libération. Car au moment où tu acceptes que ta réponse t'appartient, tu récupères ton pouvoir. Et ce pouvoir soutient la discipline, la clarté et la direction. À la fin, organiser ta routine n'est que le début. Le véritable travail consiste à organiser ta posture face à la vie. Et cela ne se produit que lorsque tu décides de ne plus déléguer le contrôle. À partir de ce moment-là, tout change. Le monde reste imprévisible. Les difficultés continuent d'exister. Les pressions ne disparaissent pas. Mais quelque chose d'essentiel se réorganise à l'intérieur de toi. Tu cesses d'attendre que les circonstances s'alignent, et tu commences à aligner ta propre posture. Marc Aurèle a écrit une phrase qui traverse les siècles avec la même force. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends en conscience, et tu trouveras la force. Ce n'est pas simplement une phrase inspirante. C'est une structure de vie. Quand tu comprends réellement cela, tu cesses de gaspiller ton énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable. Tu commences alors à renforcer ce qui a toujours été à ta portée. Ta clarté augmente. Tes décisions deviennent plus fermes. Tes réactions deviennent plus conscientes. Et quelque chose change, presque silencieusement. Tu cesses de vivre sur la défensive. La vie cesse d'être quelque chose qui t'arrive. Elle devient quelque chose que tu construis à partir de ce qui t'arrive. C'est cela, la maturité stoïcienne. Ce n'est pas l'absence de problème. C'est la présence d'une posture. Au fond, organiser ta routine n'a jamais été seulement une question d'horaire, d'habitude ou de discipline. Il s'est toujours agi de ceci, prendre le contrôle de ta propre conscience. Car celui qui gouverne son esprit n'a pas besoin que le monde soit calme pour rester solide. Si ce contenu t'a apporté de la clarté, s'il a eu du sens pour ta vie, alors montre que tu assumes ce contrôle. Like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Et écris dans les commentaires, je prends le contrôle. Car le moment où tu cesses de déléguer ta responsabilité est le moment où ta vie commence réellement à prendre une direction. Et à partir de là, plus rien n'est jamais tout à fait pareil. Merci d'avoir regardé.